Bonsoir, je suis Thierry Doutriot de Solutions à l'avocat et surtout membre de Réalité du dialogue social. Voilà, je suis très très content de vous accueillir. Je vous remercie tous d'avoir répondu à notre invitation. Évidemment, principalement nos invités et prochains débatteurs que je vous présenterai dans quelques instants. Mais que vous soyez tous présents, que vous ayez répondu à notre appel, c'est vraiment encourageant pour Réalité du dialogue social, qui est une association qui a fêté son 30e anniversaire sur un sujet qui est toujours on ne peut plus d'actualité. Et ce qui est formidable chez Réalité Dialogue Social, c'est que ça a vocation à regrouper des acteurs du privé, des acteurs du public, des DRH, des syndicalistes, des élus, des experts, des influenceurs. Bref, tous les acteurs du dialogue social au sens large sont les bienvenus chez Réalité Dialogue Social parce que l'ambition, c'est évidemment de porter le message de ce dialogue social qui doit être au cœur de nos actions, au cœur de nos engagements mais qui nécessite que, évidemment, on travaille le sujet, on s'imprègne du sujet, on le connaisse, on rentre aussi dans la technique, etc. Enfin voilà, moi c'est tout ça que j'ai trouvé chez Réalité Dialogue Social et que j'avais envie de partager avec vous. Alors, cette semaine, c'est la semaine du dialogue social en région. C'est-à-dire que Réalité Dialogue Social maintenant a développé des actions en région, en Rhône-Alpes, en Grand Est et évidemment en Hauts-de-France, qui est une terre de dialogue social depuis longtemps. Et donc, il n'y avait évidemment aucune raison qu'on se prive de participer à ce mouvement. Voilà. Et donc, pour commencer cette réunion, je voulais donner la parole à celui qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie beaucoup pour l'aide qu'il a apportée à l'organisation de cet événement, Monsieur Bellhomme. C'est lui que vous applaudissez, pas moi, hein, évidemment. Hein, c'est bien ça. Alors, merci beaucoup. Je suis Loïc Bellhomme. Non, pas mal quand même. Bon. Et je suis le directeur régional d'AG2R La Mondiale. Et donc, en fait, quand je dis que je vous accueille, en fait, c'est moi qui vous accueille, mais pas que moi, puisque j'ai un certain nombre de collègues dans la salle, et ils sont autant chez eux que je suis chez moi. Et donc, c'est tous les collaborateurs d'AG2R La Mondiale qui ont le plaisir de vous accueillir ici sur ce site au global. C'est un site important pour le groupe, puisque c'est un site qui regroupe un peu plus que 1500 collaborateurs quand même qui travaillent ici, parce que vous avez vu après mes bâtiments, mais il y en a un certain nombre derrière. Et historiquement, c'est le siège d'une des deux entités qui a formé AG2R La Mondiale, l'entité La Mondiale, qui est née en 1905 ici à Lille. Et donc, c'est ici son siège historique. J'ai 5 minutes pour mon propos introductif, donc je vais aller vite. Et je vais faire 3 parties à ce propos introductif. Vous rappeler ou vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est AG2R La Mondiale. Deuxièmement, et je trouve que c'est assez d'actualité sur le sujet du dialogue social, c'est de revenir sur ce qu'est un groupe paritaire et comment on gère le paritarisme, ce qui est quand même un sujet. Alors, pas tout, parce que sinon je pourrais y passer beaucoup de temps. Et puis, troisième élément, bien, c'est quoi pour moi le dialogue social et c'est quoi pour moi en tant que cadre de direction et qui ai découvert effectivement des nouvelles fonctions par les ordonnances Macron, puisque j'étais associé à ce dialogue social, alors qu'avant, j'étais beaucoup moins associé à ce dialogue social. Donc, tout d'abord, qui est AG2R La Mondiale? AG2R La Mondiale est un groupe d'assurance de personnes et de caisses de retraite complémentaires. On est présent effectivement dans le domaine de la santé, dans le domaine de la prévoyance, dans le domaine de la retraite complémentaire, retraite supplémentaire. Donc des marchés importants et des marchés sociétalement importants. Je veux dire que qui aujourd'hui ne peut pas parler de problèmes de santé, de risque de dépendance, de risque de vieillesse, etc. Donc ce sont vraiment des sujets de société fort importants. On a une caractéristique par rapport à d'autres groupes qui touchent à l'assurance, c'est d'être présent de manière significative dans les 3 codes que sont le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code des assurances. Donc, c'est pour les juristes, 3 codes particuliers. Donc, c'est aussi des salariés, d'ailleurs, qui sont salariés sur des conventions collectives qui dépendent de codes différents. Et donc c'est tout un tas de sujets qui peuvent être assez complexes, mais important. On a un ADN puissant au niveau du groupe parce que ça fait plus d'une centaine d'années qu'on existe. On est vraiment impliqué dans l'ESS, dans l'économie sociale, et on a une politique RSE quand même qui est plutôt développée. Par exemple, sur les deux derniers mois, on a été évidemment un partenaire majeur du World Forum, mais aussi d'Ecopos, par exemple, qui était avec la Cato, qui sont des sujets sur la région lilloise qui portaient haut et fort cette importance de la RSE. Qu'est-ce que je peux vous dire encore du groupe? Le groupe est national, évidemment, on a des antennes partout, mais avec une forte puissance et une vraie volonté territoriale.
d'être au plus proche de nos clients, d'être au plus proche de la société. Et donc, par rapport à d'autres entreprises, la puissance territoriale, et forcément ici à Lille, sur un collectif de plus de 1500 collaborateurs, ça prend tout son sens. Voilà quelques mots d'AG Mondial. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça fait 30 ans que j'y bosse, donc voilà, je suis passionné par cette entreprise. Deuxième point de mon propos, c'est le paritarisme. Une particularité d'AG2R La Mondiale, c'est que c'est un groupe, on dit paritaire et mutualiste. Il a regroupé du paritarisme et du mutualisme. Mais au plus haut sommet de l'entreprise, hein, il y a évidemment plein de sous-entreprises dans l'entreprise. Vous imaginez, il y a 15 000 collaborateurs. Et le plus haut sommet, la fêtière de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une sommitale. Et cette sommitale, elle est paritaire, c'est-à-dire qu'elle est gérée de manière égalitaire entre les employeurs et les salariés, avec un collège équivalent en termes de nombre. C'est pour ça qu'on parle de paritarisme. Il y a autant d'employeurs qu'il y a de salariés. Il y a une présidence tournante. On tourne entre le côté employeur et le côté salarié. Et donc, forcément, le paritarisme, alors qui est un modèle très franco-français, hein, le paritarisme de gestion, c'est quelque chose qui, forcément, lorsqu'on parle de dialogue social, doit prendre un son assez différent dans un groupe paritaire que dans d'autres formes de type d'entreprise. Et puis, troisième élément que je voulais partager avec vous sur mon propos introductif, c'est que moi, je suis cadre de direction, mais on a évidemment dans une entreprise comme la nôtre une RH, une personne en charge des relations sociales, du dialogue social, etc. etc. Et donc, je vais dire que dans mon rôle de manager, le dialogue social n'était pas mon quotidien. J'avais plein d'autres choses que du dialogue social. Mais depuis les ordonnances Macron, en tant que responsable de site, je me trouve effectivement confronté ou en animation, en tout cas, des relations avec les représentants de proximité et qui est un élément effectivement nouveau et qui a donné, en tout cas pour ma fonction et pour le rôle de partage, des choses tout à fait nouvelles. Mais évidemment, j'ai des bien plus éminents spécialistes que moi pour parler de ça, donc c'est pas moi qui vais débattre là-dessus, mais pour vous montrer que dans mon quotidien aussi, ces ordonnances Macron ont eu des changements et des conséquences. Alors, en tout cas, merci et bonne réunion et merci de le faire dans nos locaux. C'est nous qui sommes aussi flattés que vous veniez chez nous. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'en plus, on est dans un lieu symbolique en termes de dialogue social. Je crois qu'effectivement, AG2R La Mondiale est un exemple. Il y a une seule chose que vous avez oublié de mentionner, c'est l'équipe cycliste. Je ne peux pas vous le pardonner. Voilà. Donc ce soir, nous avons décidé de nous positionner en regard de l'actualité. Nous sommes au bout de 4 ans, premier mandat des CSE. Donc ça a été une sacrée période de réforme, ça a été aussi une sacrée période de crise, on peut le dire. Et donc on a voulu se donner le temps aujourd'hui, tous ensemble, de donner un coup dans le rétroviseur, regarder aussi les enjeux d'aujourd'hui et peut-être tracer quelques perspectives. Et pour introduire le propos de la soirée, quoi de mieux qu'un professeur de droit? Voilà, et donc nous avons la chance d'avoir avec nous comme partenaire académique ce soir le master droit social de l'université Polytechnique Hauts-de-France, Hauts-de-France. l'université de Voilà. Valenciennes. Et donc monsieur le professeur Grégoire Duchange va nous dire quelques mots pour poser les choses au bon niveau de réflexion. Voilà. Bien, merci Thierry. Vous m'entendez bien là? Ça va? Merci beaucoup à G2R de nous accueillir aujourd'hui. Merci vivement à Thierry, au cabinet Solucial également, qui va animer les débats du jour. Et effectivement, je les remercie à double titre parce que le cabinet Solucial a accepté de parrainer cette année le master de droit social de l'université Polytechnique Hauts-de-France. Donc, c'est une des raisons de notre présence parmi vous ce soir. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui cherchent, par exemple, à signer des contrats d'apprentissage ou embaucher des juristes pour mener leur réunion de CSE à partir de septembre prochain. Vous avez une petite quinzaine de personnes dans cette partie-là de la salle qui seront prêts à répondre, j'espère, à vos attentes. Nous sommes donc en 2022, semble-t-il, 5 ans après l'adoption des ordonnances ayant mis en place le comité social et économique, avec cet impératif en ligne de mire qui nous est proposé par Réalité du dialogue social, transformons l'essai des CSE. Transformons l'essai comme si, au fond, il y avait encore quelque chose d'un peu incertain, un peu incomplet dans cette innovation législative. Et à vrai dire, nous aurions sans doute pu nous poser exactement la même question, non pas en 2022, 5 ans après le CSE, mais en 1950. Parce que la G2R existait en 1950. Oui.
Et donc en 1950, 5 ans après l'adoption des ordonnances, non pas relatives au CSE, mais au comité d'entreprise. Transformons l'essai du comité d'entreprise en somme, pouvait-on se demander en 1950. Parce que les questions qui sont relatives au développement du dialogue social demeurent somme toute un peu les mêmes depuis 70 ans, surtout peut-être dans les petites et moyennes entreprises. Et il suffit pour s'en convaincre d'écouter un instant ce que disaient certains de nos lointains prédécesseurs quand ils s'interrogeaient à l'époque sur l'implantation du comité d'entreprise. Alors, il y avait d'un côté des patrons dits sociaux, comme le célèbre Léon Harmel, qui lui n'avait pas attendu le législateur pour transformer l'essai et pour mettre en place à l'époque des conseils d'usine. Mais il y avait aussi certains patrons plus réticents, et cette réticence patronale s'exprimait en particulier à l'encontre du risque lié à l'influence syndicale dans l'entreprise. Pour vous mettre en condition, je vous cite un document patronal d'époque, ça date des années 50, je cite: représentants du personnel et des syndicats risquent de harceler les patrons par leurs revendications. Sur des panneaux soumis à aucun contrôle, ils pourront écrire tout ce qu'il leur plaît d'écrire. Et dans l'enceinte de l'établissement, ils pourront dire tout ce qui leur sied de dire. Et le document conclut de la manière suivante, vous allez voir, ça c'était génial. Quel est le chef d'entreprise qui accepterait de travailler dans de telles conditions? C'est un peu provocateur aujourd'hui, bien sûr, mais dans les années 1950, sans surprise, on observe donc un mélange de faveur et de défiance à l'encontre de l'évolution de la représentation du personnel et des syndicats. Et dans le fond, 70 ans plus tard, on peut se demander si l'atmosphère n'est pas un peu la même à propos des innovations issues des ordonnances Macron. Un mélange de faveur et de défiance, tant du côté patronal que du côté syndical. Et ce, à propos de 2 innovations qui vont occuper nos débats du jour, vos débats du jour. La première, bien sûr, c'est celle de la fusion des instances de représentation. Et la deuxième, c'est le renforcement de la possibilité de négocier sans délégué syndical des accords collectifs, en particulier avec le nouveau comité social et économique. Donc, quelques mots sur chacune de ces 2 innovations des ordonnances Macron. Première innovation un peu controversée, c'est celle de la fusion des instances de représentation. Question pour vous ce soir: est-ce que cette innovation cherchait à répondre aux revendications du patronat ou aux revendications des syndicats? Et est-ce si évident que cela d'y répondre? J'ai entendu patronat par ici, et effectivement, spontanément, on a envie de dire que ça sert l'intérêt patronal, tout simplement parce que c'est une mesure de simplification qui va nettement faciliter la vie du chef d'entreprise. Et une mesure de simplification qui, par contre-coup, risque peut-être de reléguer au second plan les questions de santé et de sécurité dans l'entreprise, qui relevaient antérieurement du CHSCT, ce qui a pu parfois provoquer un certain mécontentement du côté des syndicats, peut-être qu'on entendra parler ce soir. Mais pourtant, il existe aussi des chefs d'entreprise qui s'accommodaient parfaitement de la situation antérieure. Ils n'avaient rien demandé. Comment peut-on l'expliquer? Un argument qui peut permettre de l'expliquer, c'est un argument qui va peut-être vous paraître cynique, mais il y a un adage bien connu qui dit qu'il faut diviser pour mieux régner. Et à cet égard, la réunion de 3 instances de représentation en une seule peut contribuer à renforcer la puissance de la représentation du personnel. Puisque désormais, on a un chef d'entreprise qui a en face de lui un alter ego, qui est compétent non seulement pour une partie des questions qui traitent à la vie de l'entreprise, mais pour l'ensemble des questions relevant de la vie de l'entreprise. Et on a pu voir en pratique certains dirigeants d'entreprise qui ne venaient jamais aux réunions des DP, du CE ou du CHSCT, venir désormais aux réunions du CSE, parce que le CSE, comme le chef d'entreprise, est compétent pour à peu près tout. Et donc, de ce point de vue, si la réforme Macron avait cherché à satisfaire le seul intérêt patronal, il aurait été possible de faire plus simple. Il aurait été possible de laisser le patron choisir au cas par cas, de choisir ce qu'il préfère entre une instance unique ou une instance plurale. Et au demeurant, c'est un peu ce qui était prévu par les réformes précédentes, au travers de ce qu'on appelait, je dis ça pour les plus jeunes, pour les étudiants,
la délégation unique du personnel, la DUP. Puisqu'à l'époque, dans le cadre de cette DUP, le patron pouvait prendre unilatéralement la décision de regrouper les instances ou éventuellement par accord collectif pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et de ce point de vue-là, les ordonnances de 2017 auraient parfaitement pu se contenter de faire sauter le verrou de l'accord collectif pour laisser alors une parfaite liberté de choix aux chefs d'entreprise entre la fusion des instances ou le maintien d'instances plurales. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait, vous le savez, puisque le CSE s'impose à tout le monde. Et il semblerait, au moins au niveau national, que cela ait plu à certains syndicats, plutôt de tendance réformiste, je vous laisse deviner lesquels, qui ont vu dans cette occasion un facteur de renforcement de la représentation du personnel et peut-être un petit pas, léger mais petit pas quand même, vers une forme de cogestion à la française. La première innovation, la fusion des instances, présente donc une certaine ambivalence entre intérêt patronal et intérêt syndical. Et finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est aussi le signe qu'il y a une forme d'intérêt commun entre le patronat et les syndicats sur ce type de questions. Et il en va, du moins de mon point de vue, en partie de même à propos de la seconde innovation, celle qui cherche à renforcer les possibilités de négociation dérogatoire d'un accord collectif sans délégué syndical, notamment par le biais du CSE. Alors, je vous pose ici la même question que précédemment. Est-ce que cette innovation cherche à répondre aux intérêts du patronat ou aux intérêts des syndicats? Et là encore, la réponse n'est pas évidente. Pour y répondre, il est tout de même nécessaire d'avoir à l'esprit, et vous le savez, que la négociation collective a ces dernières années changé de nature, puisque la négociation collective ne sert aujourd'hui plus seulement à améliorer la situation des salariés, mais aussi à gérer l'entreprise, y compris en période de difficulté, par exemple en imposant une modification de l'organisation du temps de travail. La conséquence, c'est que tout chef d'entreprise a aujourd'hui un intérêt à signer des accords collectifs. Le problème, bien sûr, c'est que beaucoup d'entreprises, surtout les petites, ne disposent pas nécessairement d'un délégué syndical. Et il est donc nécessaire de prévoir d'autres possibilités de négociation, notamment la possibilité de négocier avec le CSE. De ce point de vue, c'est donc une mesure qui peut servir les intérêts du chef d'entreprise qui a intérêt à pouvoir signer un accord collectif. Mais là encore, les syndicats n'y sont pas nécessairement hostiles non plus. Et ceci pour diverses raisons que je vais évoquer très brièvement ici. Première raison, c'est extrêmement simple. Il vaut toujours mieux négocier avec un CSE plutôt que de laisser la main au pouvoir unilatéral de l'employeur. C'est très simple. La deuxième raison qui peut expliquer cet intérêt syndical pour la question, c'est une raison qui rejoint en partie celle précédemment évoquée à propos de la fusion des instances. À savoir que la réunion de plusieurs prérogatives qui étaient antérieurement dispersées entre le CSE d'un côté et les délégués syndicaux de l'autre peut contribuer à renforcer le pouvoir du CSE. Alors ce soir, on parle du CSE, mais on aurait aussi pu parler d'une autre innovation des ordonnances Macron, qui est celle du conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise, on le connaît relativement mal. Qu'est-ce que c'est? Le conseil d'entreprise, c'est en quelque sorte des délégués syndicaux qui vont décider de se faire harakiri, puisqu'ils vont abandonner leurs prérogatives en matière de négociation collective pour la confier à qui? Au conseil d'entreprise, qui est une espèce de super CSE. Un CSE au pouvoir élargi, un CSE qui négocie des accords collectifs. Et donc, ce conseil d'entreprise, c'est quasiment, on n'y est pas tout à fait, mais c'est quasiment une fusion entre le CSE et les délégués syndicaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ce soir? Tout simplement parce que pratiquement aucune entreprise française n'a fait le choix de mettre en place un conseil d'entreprise. Il y en a à peu près une dizaine. Il n'en demeure pas moins que, à défaut d'exister en droit, le conseil d'entreprise, ou une sorte de fac-similé du conseil d'entreprise, existe bien souvent dans les faits. Et ceci toutes les fois que, dans des circonstances diverses, le législateur confie ponctuellement au CSE le soin de négocier un accord collectif. Alors certes, sur cette question, la
législation est extrêmement chaotique, on en parlera peut-être ce soir, puisque dans certains cas, on peut librement choisir entre le DS et le CSE. Parfois, c'est d'abord le DS et à défaut le CSE. Parfois, c'est uniquement l'absence de DS qu'on peut négocier avec le CSE, et encore, il existe d'autres modes de négociation concurrents. Donc tout ceci est extrêmement compliqué. Il n'en demeure pas moins que, par petites touches, la distinction historique entre la représentation du personnel par le CSE et la représentation des syndicats par les délégués syndicaux pourrait peut-être ressembler en voie d'extinction. Et peut-être est-ce cela, au fond, la transformation de l'essai du CSE. Je vous remercie et bon débat. Merci, monsieur le professeur, pour ces propos très éclairants qui donnent à réfléchir et qui vont sûrement alimenter effectivement les débats et les réactions de nos intervenants. Pour prolonger, je propose de confier la parole à Yann Arpin, qui a une double casquette, entre autres, patron de Clinique Bio, chef d'entreprise, et président du MEDEF Lille Métropole, après avoir eu d'autres engagements. Vas-y, à toi Yann, sur ce sujet qui a été parfaitement posé par monsieur le professeur. Parfait. Merci Thierry. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai fait comme vous, j'ai fait un master en droit social aussi, à Lille. Là, et c'est là où j'ai appris le dialogue social avec le professeur Verquin. Le sujet qu'on a aujourd'hui est évidemment un sujet important pour le MEDEF. Je rappelle juste ce qu'est le MEDEF. Pour éviter les images d'Épinal, le MEDEF n'est pas là pour défendre le patron. Le MEDEF est là pour défendre l'entreprise. En effet, l'entrepreneur, mais aussi les collaborateurs et l'engagement sociétal des entreprises aujourd'hui pour qu'ils se saisissent des sujets importants tels que le climat et voilà. Donc le MEDEF s'intéresse à tous les sujets sociétaux aujourd'hui et pas uniquement à la défense du patron. Voilà. Ça, c'est un terme qui existait encore dans les années 80. Voilà. Juste par rapport à ce que vient de dire le professeur Duchange, quand j'entends parler de l'intérêt patronal, de la simplification, c'était vrai pour le patronat des années 80. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise a absolument évolué et que le dialogue social est essentiel dans l'entreprise et qu'il n'y a plus ces images d'Épinal d'opposition, puisque, alors juste, le MEDEF, c'est 90% d'adhérents de moins de 50 salariés. Les boîtes du CAC 40, c'est 0,01%. Je ne parlerai que pour les 90% des entreprises. On est au MEDEF de Lille, 2000 adhérents directs. Et donc, les propos que je tiendrai ce soir, c'est la remontée d'informations qu'on a eue de la part des 15 juristes en droit du travail qu'on a, nous, au MEDEF de Lille, et qui donc permettra d'avoir un échantillon assez précis, finalement, de ce que vivent les entreprises aujourd'hui. Mais je parlerai donc que pour les 90% des entreprises, donc les PME et les TPE. Donc, le dialogue social, pour nous, est important. D'ailleurs, on travaille avec la CFDT systématiquement. On ne fait pas sans eux, on ne fait pas sans les syndicats réformistes aujourd'hui. Et il est important d'ailleurs de pouvoir travailler ensemble. Là, pour le coup, comme le disait le professeur Duchange, on a beaucoup moins de gens qui sont engagés aujourd'hui, à la fois dans les syndicats salariés, mais aussi les syndicats patronaux. Et donc, c'est un vrai sujet pour nous. C'est comment on maintient le dialogue social avant de se demander si le CSE est important ou non. Donc, la réponse, elle est oui. Le CSE est important dans la mesure où il est important de pouvoir trouver des solutions ensemble dans l'entreprise plutôt que de laisser la parole à ceux qui ne sont pas dans l'entreprise et qui sont dans la rue. Donc il est important de maintenir aujourd'hui absolument ce dialogue social et on a dans le CSE retrouvé quand même quelques sujets qui nous préoccupent. D'abord, le fait qu'il y ait une fusion retire la compétence d'un certain nombre de personnes. Quand on avait des gens qui étaient compétents dans le CHSCT, qui étaient compétents dans le CE, qui étaient compétents en tant que délégués du personnel, on a quand même des fonctions extrêmement différentes. Le fait d'avoir fusionné les trois en un rend un peu incompétent celui qui va représenter l'ensemble de ces... Et donc, le sujet, c'est de savoir comment on peut professionnaliser un peu plus la personne qui sera présente dans le CSE pour qu'on ait un vrai dialogue. Le problème d'avoir ces trois en un, c'est qu'aujourd'hui, on a un ordre du jour qui est conséquent et d'abord qui prend du temps, et donc on peut mal traiter chacun des sujets. Et comme on ne fait que survoler les sujets, finalement, on arrive au plus petit dénominateur commun des accords qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et ça, c'est un constat qui est assez unanime. On a aussi aujourd'hui l'impossibilité pour les suppléants d'être présents dans les CSE, alors qu'avant, ils pouvaient être présents dans les instances. Donc, on désengage aussi des gens
qui s'intéressaient en tout cas au dialogue social. Et donc le fait d'empêcher ces gens d'être présents, eh bien, on augmente le désengagement syndical dans les entreprises, et donc, ou des gens qui veulent en tout cas s'engager dans l'entreprise, puisqu'un délégué du personnel ou un membre de CSE n'est pas là forcément pour taper l'entreprise. Il est là pour améliorer le dialogue social, parce qu'un entrepreneur ne sait pas tout. Il peut se tromper. On a le droit à l'erreur, mais c'est aussi pour ça que le dialogue est important, c'est que ça nous permet aussi de couvrir nos angles morts avec des gens qui sont constructifs dans l'entreprise. Parce que pour nous, les syndicats sont des gens qui sont constructifs et qui aident aussi l'entreprise à passer, en tout cas, des moments qui sont parfois difficiles, et c'est ensemble qu'on relève les défis. Donc on pense aussi, donc vraiment essentiellement, qu'on doit mieux former les gens qui sont dans les CSE pour qu'on puisse les professionnaliser sur des sujets qui sont importants dans l'entreprise. On ne peut évidemment pas former sur tous les sujets, mais je pense qu'on peut adapter la formation, en tout cas à l'activité d'entreprise, au sujet d'entreprise, pour qu'on puisse avoir des gens qui soient professionnels de l'activité d'entreprise. On a aussi une stat qui est intéressante. On se demandait si le CSE allait retirer l'envie, en tout cas d'avoir des instances dans l'entreprise. Eh bien, on a exactement le même taux de PV de carence en 2017 qu'en 2022. Ce qui veut dire que rien n'a changé. Il n'y a pas de moins d'envie, en tout cas, d'avoir des instances représentatives. Elle est exactement identique. Ça, c'est en tout cas un élément qui est important. Et on a aussi l'élément, quand je parlais du désengagement, qui remonte, c'est le vieillissement des personnes qui représentent les CSE. Mais on a le même on a le même problème au MEDEF, on va me couper le temps de parole. Hein. C'est vous? Non. C'est ça, voilà, je m'en doutais un peu. C'est ça. On verra si ça marche pareil pour vous. C'est ça. Voilà, donc en tout cas, il y a la même volonté et même engagement au niveau de l'envie de s'engager dans l'entreprise, mais on se demande pour combien de temps, à la fois pour les syndicats patronaux que pour les syndicats salariés, puisqu'il y a un vieillissement, chacun pour nous, de ces instances. Et donc, il faut aussi réfléchir au renouvellement, plus qu'au renouvellement des CSE. Voilà, c'est le renouvellement de l'engagement et comment on fait pour peut-être professionnaliser l'ensemble de ces personnes. Une anecdote aussi qui est amusante, c'est que j'ai eu la visite d'une inspectrice du travail cette année dans mon entreprise, et elle était extrêmement pointue sur l'ensemble des éléments qu'elle venait vérifier. Alors j'ai quand même gardé quelques souvenirs de mon poste de juriste en droit du travail, et pourtant je voyais à quel point je méconnaissais un certain nombre de textes législatifs. Et je lui demande, mais comment vous faites pour être aussi à jour sur tous ces textes? Elle dit, mais c'est simple, hein. Je suis dans les grosses boîtes de la région qui ont des meilleurs juristes que nous, qui vérifient tous les textes, et c'est eux qui me forment. Voilà. Donc, oui, c'est même l'entreprise qui forme les inspecteurs du travail aux nouveaux textes, et ensuite qui viennent me dire que je ne suis pas à jour dans ma boîte. Voilà. J'ai trouvé ça très amusant, mais bon, elle était sympathique, donc je lui pardonne. Donc voilà, c'est un constat un peu rapide, hein, pour qu'ensuite on puisse avoir un débat sur le sujet, même un débat, si vous voulez, même plus large, hein, sur ce qu'on vit aujourd'hui, sur même les débats qu'on a sur le fond, hein, aujourd'hui, hein, sur le partage de la valeur, si vous voulez, sur aussi la façon dont les collaborateurs se sentent dans les entreprises, puis qu'on travaille évidemment sur tous ces sujets-là, et on prend même débat, si vous le souhaitez, au-delà même des renouvellements des CSE. Parfait, merci beaucoup. Oui, effectivement, tu fais bien de le mentionner. On va se fixer une règle pour ce soir, c'est l'interactivité. Hein. C'est-à-dire que vous avez près de vous des micros. Et effectivement, au fil de l'eau, on réservera des séquences pour vos questions, mais n'hésitez pas à réagir en fonction des différents intervenants. Nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous le DRH de la Caisse d'épargne, M. Avzioglu. Bravo. Ouais, merci, je me suis beaucoup entraîné. Voilà, et je vous passe la parole pour effectivement réagir peut-être aux propos du professeur et de M. Orpin. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, ravi d'être présent avec vous. Je vais vous parler un peu de la Caisse d'épargne. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de l'entreprise, mais quand même pour que vous puissiez comprendre les tenants et aboutissants du dialogue social qu'on a dans notre entreprise. Et pour bien créer le lien sur ce dialogue social, on a besoin de comprendre aussi sa transformation. Donc, très rapidement, quelques chiffres. Caisse d'épargne Hauts-de-France, donc vous l'avez compris, c'est sur tous les territoires de Hauts-de-France, donc au nord de Paris jusqu'en Belgique y compris, puisqu'on est implanté en Belgique.
1 million de clients, 40 000 sociétaires. C'est important de le dire puisque vous avez pu comprendre le dialogue social par la suite. C'est 300 agences bancaires et c'est 3 000 collaborateurs. Et donc, c'est le 7e employeur des Hauts-de-France. Caisse d'épargne de France a enclenché sa transformation culturelle depuis quelques années. Elle a enclenché aussi sa transformation bancaire, son expérience client, son expérience collaborateur. Et comme toute transformation, elle amène elle amène des projets, elle amène un dialogue, elle amène des caractéristiques de négociation pour enclencher cette transformation, qu'elle soit culturelle, organisationnelle aussi, sur son territoire. Je vais vous donner quelques exemples pour schématiser, mais là, encore la semaine dernière, la Caisse d'épargne vient d'être certifiée B Corp, donc c'est un label américain qui souligne les entreprises qui ont un bon impact environnemental sur leur territoire de par leur activité. On en est fiers, mais cette transformation, elle n'est pas portée que par les clients, les collaborateurs ou l'entreprise, les dirigeants d'entreprise. Elle est aussi portée à travers le dialogue social. Je voulais vous donner quelques précisions pour poser le débat sur l'entreprise. Mon entreprise que je représente aujourd'hui, puisque nous, on conçoit le dialogue social comme le disait Yann, de manière collaborative. C'est-à-dire que pour nous, un CSE, c'est un CSE qu'on va aller challenger sur les projets d'entreprise. Donc, on va évidemment présenter la stratégie de l'entreprise, on va la partager ensemble. La direction va définir un certain nombre de projets qui se cachent derrière cette transformation culturelle, organisationnelle. On a à cœur en Caisse d'épargne de France de faire contribuer le CSE et nos élus dans la co-construction des projets qu'on mène. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers d'écoute avec des clients, des collaborateurs, on va définir les périmètres de nos projets, de nos activités, de notre transformation organisationnelle. On va faire le même exercice avec nos élus. Donc, ils vont faire le même exercice sur les tenants et aboutissants, les plans d'action de cette transformation. Donc, ils vont être contributeurs, ils vont apporter de la matière pour transformer les projets. Donc, on est déjà dans la co-construction. Donc, c'est comme ça qu'on le conçoit. Un dialogue social, ça se passe évidemment dans le CSE, ça se passe aussi à côté du CSE, à travers différents points. Un point qui est important pour nous, Yann l'a souligné, je vais insister là-dessus, mais c'est la formation. La formation, voire la certification aussi de nos élus sur les analyses économiques et financières qui nous permettent de mieux comprendre la transformation de l'entreprise, qui nous permettent de mieux comprendre sa transformation culturelle. Et plus on est des élus formés, et mieux on arrive à transformer ensemble l'entreprise. Voilà comment on conçoit en Caisse d'épargne de France les prémices du dialogue social. Parfait, merci beaucoup. Et bien maintenant, pour la CFDT, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Tancret, qui est le trésorier Hauts-de-France, était aussi un élu engagé sur le terrain. Et je vous passe la parole pour votre réaction également sur ce sujet. Alors, comme les 2 premiers intervenants, je vais vous parler un petit peu et rapidement de la CFDT des Hauts-de-France. Donc, la CFDT des Hauts-de-France, c'est une région, 7 territoires, 58 000 adhérents, avec une répartition 23 % d'adhérents qui sont du champ public et 77 % du champ privé. Il aura échappé à personne que le dialogue social, ça commence à minima quand on est 2. Donc, 2 personnes qui, voilà, ont la volonté de construire et d'agir ensemble. Il faut le dire, historiquement, en France, on n'est pas coutumier ou en tout cas familier du dialogue social. On a nos voisins allemands qui sont assez forts sur le sujet, mais en France, voilà, on a du mal à l'animer et à le faire vivre. Partie de ce constat, la CFDT, vous l'avez rappelé, je l'ai entendu dans la bouche de plusieurs intervenants, syndicat progressiste, engagé sur la réforme et qui a à cœur d'animer le dialogue social. Pour en revenir à notre sujet, pour le coup, les CSE, le constat que la CFDT est amenée à faire depuis les ordonnances Macron de 2017, alors je ne partage pas totalement ce que j'ai pu entendre de la bouche de monsieur Orpin,
mais c'est pas grave, c'est normal. J'espère. C'est que pour la CFDT, le constat est plus sobre ou en tout cas plus sombre. Je pense ici, et c'est monsieur Duchange qui le disait dans son propos tout à l'heure, ou en tout cas quand il était amené à nous interroger. La réforme telle qu'elle est ressentie aujourd'hui quand on est amené à questionner les élus, il y a des gagnants et des perdants. Et les gagnants, pour le coup, c'est le monde de l'entreprise et le patronat. En tout cas, c'est le sentiment que les militants ont, ou en tout cas la perception qu'ils en font. Pourquoi? Je vais y venir. Je vais y venir. C'est ce qu'a dit Thierry. Et donc, pour le coup, ce qui m'amène à vous dire que les élus de terrain, eux, s'estiment perdants depuis la réforme. La réforme se voulait ambitieuse, puisqu'elle permettait aux chefs d'entreprise et donc du coup à l'entreprise de susciter, de faire vivre l'entité CSE telle qu'elle pouvait être posée, décidée au travers d'accords dans l'entreprise. Et là, pour le coup, à la CFDT, on était vachement enclin et engagé sur ce sujet. Mais pour le coup, le constat, c'est des réunions beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'auparavant, quand il y avait 3 entités, la CHSCT traitait les questions d'hygiène et de sécurité, le CE les questions de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise, et les DP les questions qui a trait aux revendications personnelles et collectives des salariés. Aujourd'hui, c'est concrètement, tout se passe en CSE. C'est-à-dire que là où on avait des réunions d'une demi-journée, où on pouvait travailler sereinement parce qu'on avait aussi les moyens préparatoires d'alimenter ces réunions, aujourd'hui, c'est plus réellement le cas, puisqu'on a une seule entité, donc un élu et un nombre d'heures restreint pour préparer les 10 CSE. Donc on se retrouve trop souvent avec des réunions qui sont lourdes et dont on est amené à bâcler les sujets. Et vous le disiez tout à l'heure dans votre propos, et ça c'est gênant. C'est gênant parce que du coup, la manière dont est construit les ordres du jour aujourd'hui des CSE, et là pour le coup c'est l'ancien secrétaire du CSE de la CAF du Nord qui vous parle, plus grosse caisse de France, 1600 salariés, c'est vous dire que la constitution des ordres du jour, on était amené à devoir prioriser, donner une importance au sujet qui allait être abordé. Et ça, c'est clairement pas entendable. Tous les sujets se valent. Enfin, pour ce qui a trait à l'hygiène et à la sécurité, aujourd'hui, voilà, selon la taille de votre entreprise, vous pouvez être amené à avoir une commission de sécurité et santé, une C2SCT. Et là aussi, le fait que la C2SCT n'ait plus de personnalité morale, elle n'a plus la capacité de pouvoir ester en justice quand il le faut, le moins souvent possible, bien évidemment. Et ce sont tous ces petits grains de sable qui font que, voilà, c'est un goût un peu amer, sachant que, et il faut toujours terminer sur une note positive, les ordonnances Macron se voulaient ambitieuses parce qu'elles devaient justement nourrir et accroître le dialogue dans l'entreprise, et le chef d'orchestre, ou en tout cas celui qui avait les moyens de nourrir le dialogue social, c'était vous. Donc, on vous attend pour la deuxième phase, parce qu'on entre dans le renouvellement des instances CSE. Je peux dire un mot, juste répondre, Thierry? Avec plaisir. Parce que je pense qu'on n'est pas en désaccord. C'est-à-dire que je partage le même constat. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas le patronat qui gagne, c'est l'entreprise qui perd.
Voilà. Et c'est très différent. Parce que l'intérêt de l'entreprise, c'est que tout fonctionne bien. Et là, et nous, on est là pour défendre l'intérêt de l'entreprise. C'est pour ça qu'on partage ce constat-là. Mais pourtant, enfin, pour autant, je pense que de manière intelligente, parce qu'il y a des mauvais patrons aussi, ce que vous disiez, et s'ils doivent être attaqués parce qu'ils font mal, j'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, ceux qui sont constructifs, je pense qu'ils passent le temps qu'il faut avec les collaborateurs. Mais là, vous avez raison, c'est qu'on ne peut pas tout traiter avec un ordre du jour qui est trop long et avec des gens qui n'ont pas la triple compétence. Donc, je pense que c'est une question de compétence qu'il faut améliorer pour améliorer le dialogue social. En tout cas, bien d'accord, je vous passe juste la parole, mais bien d'accord sur aussi le fait que ce soir, on va essayer de dégager des inflexions qu'on aimerait bien tracer, des perspectives, chacun de notre point de vue. On y reviendra à ça. Là, on va rester. Donc là, je vais passer la parole à la question dans la salle. Et Ouais. après, on arrivera à notre Bertrand duo. Dufloy, moi je suis secrétaire général de la CFTC des Hauts-de-France. Moi j'ai une remarque, c'est que au niveau des PAP, alors je suis d'accord sur les carences, complètement d'accord. Je suis d'accord avec les deux propos, tous les deux. Là. Et ce que je constate, c'est que dans les PAP qu'on négocie, on a la possibilité d'augmenter les moyens du CSE. Et c'est un sujet tabou. Quand on commence à discuter sur un PAP où on dit qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter les moyens du CSE, non, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est systématique. Donc là, il y a un point qui a été omis, je dirais, c'est que les ordonnances Macron devaient augmenter le dialogue social. Moi, j'y croyais personnellement, d'accord, et devaient renforcer le dialogue social. Mais il faut être deux. Et on s'est tous retrouvés à tout seuls à vouloir négocier. Et on nous a dit, bah non, il y a le code du travail. Les moyens, ce seront les 22 heures de délégation, puis point barre. Hein, ah bah vous vous rendez compte, vous pouvez vous les partager dans l'année. C'est ça que vous avez gagné? Bah non, on n'a rien gagné du tout. Et les gens sont découragés aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a autant de carences en 2017 qu'en 2022, mais on va voir en 2023. Parce qu'il ne faut pas se leurrer que le gros paquet du renouvellement, c'est pas 2022, c'est 2023. Là, il est juste devant nous. Et là, je suis pas aussi optimiste. Merci pour votre intervention. Effectivement, c'est clairement un point très sensible dans nos débats. Maintenant, pour continuer notre table ronde qui est un peu rectangulaire, non pas un intervenant, mais un duo. Mais bon, chez Norcis, on fait toujours dans l'original. Donc Norcis, c'est une PME du numérique. Je ne sais pas à qui je donne la parole. Je vais vous laisser réagir. Donc, bonsoir à tous, je me présente donc Christophe Porcher, je suis consultant en informatique donc chez Norcis depuis 15 ans et je suis élu titulaire du CSE depuis 4 ans. Donc j'ai pas forcément à avoir de regard très pertinent sur la différence entre, avant, après puisque je n'ai vécu que la version CSE finalement, du dialogue social. Voilà, en compagnie de Mathilde à qui je vais passer la parole pour te présenter. Bonsoir, Mathilde Dury, je dirige le groupe Norcis. Ça fait 15 ans que j'y suis. On est arrivé quasi en même temps. Et Norcis, c'est 650 collaborateurs répartis sur 10 sites, France et au Maroc. On travaille essentiellement dans le domaine du développement informatique. On développe des logiciels spécifiques en nouvelles techno. 50% de notre business se fait dans le domaine de la santé et protection sociale. D'ailleurs, un de nos clients, c'est AG2R La Mondiale. Voilà. J'anime le dialogue social depuis que je suis arrivée. Et donc, quelque part, c'est bien de situer un peu la vision du dialogue social que l'on a, en lien avec le modèle de développement très atypique que prône Norcis. Le modèle de développement Norcis, il est basé sur 3 principes éthiques. Et on a essayé de décliner, et du coup, tu pourras peut-être en témoigner, la même chose au niveau de nos instances de gouvernance, dont le CSE. Ces 3 principes éthiques, ils répondent aux défis du XXIe siècle, selon nous. Ils s'inspirent fortement de la permaculture. Et ces 3 principes éthiques, ce sont prendre soin des humains, préserver la planète et sa biodiversité, des sujets en RSE qu'on aborde depuis plus de 30 ans, mais qui n'ont pas résolu les choses faute de militantisme. Et le 3e principe éthique qui est, selon nous, où il y a le plus de chemin à faire, qui touche la redistribution des richesses
et donc se fixer des limites et redistribuer les richesses. Donc c'est pour dresser un peu le contexte Nord-6 pour mieux comprendre. Et donc la vision du dialogue social que l'on a depuis maintenant 99, ça a été dans cet esprit de conseil d'entreprise. C'est-à-dire que, il y a des juristes, des avocats qui nous aident, pour apprendre à mieux appréhender les textes, et à faire ce qui doit être fait selon les textes, et il y a la vie de l'entreprise, son management, sa vision des choses, et donc nous, on a voulu tout de suite en faire un conseil d'entreprise. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que même s'il y a des règles qui existent, eh bien, en fonction du contexte, on va les adapter. Et ça ne voudra pas dire qu'on est hors la loi. Ça veut donc dire que, et quand bien même il y a des sujets où on ne doit pas consulter le CSE, eh ben, on va les consulter quand même pour avoir ce vrai conseil d'entreprise. Ça veut dire que, et quand bien même, quand ils suivent des formations, on leur dit: «N'oublie pas que si vous êtes plus 2 à vouloir un sujet, il doit à tout prix y être». On a de l'intelligence de situation. Il y a quand même peut-être des sujets plus prioritaires, et ça ne veut pas dire qu'on va faire un dialogue de sourds et qu'on ne va pas les traiter. Enfin, voilà, on a une vision, dans une qu'on appelle une approche progressiste et pas de confrontation, parce que mine de rien, tout nous amène à s'affronter, et à avoir peu de dialogue et d'échange en fait, et pour autant, on parle de dialogue social, mais dialogue dans la non-violence, dans essayer de trouver des compromis qui conviennent à tout le monde, et ça peut prendre du temps de trouver des compromis, il faut l'accepter. À ce jour, même si ça nous a fortement handicapés de ne pas avoir de syndicat, il n'y a pas de syndicat à Nord-6. Pourquoi? Parce que, donc on est dans le domaine informatique, forte pénurie de compétences, un salaire moyen de 43 000 €. On est sur une population, de cadres, qui vivent bien, hein, même si on vit tous, de plein fouet les augmentations et cetera, mais on ne peut pas dire qu'on est dans un contexte précaire. On a un contexte où on a plus de 20 jours de RTT, le télétravail, il existe depuis 2015, enfin voilà, on n'est pas une usine, on ne fait pas les 3-8, on peut travailler de chez soi, donc c'est important quand même de le dire, puisque ça peut aussi, caractériser, le dialogue social. Voilà pour un peu, Nord 6. Peut-être si je peux ajouter, du coup, le mode de fonctionnement qu'on a, dans notre CSE, c'est d'avoir une représentativité, dans les différentes agences. Donc on est un CSE national qui représente, donc les 600 personnes, en France, qui travaillent en France, et on essaye d'avoir une représentativité par agence. Il y a une dizaine de sites, donc ça veut dire qu'on essaye, dans le Nord, on est, 150, on a 3 représentants, les plus petites agences, il y en a que 1, mais pour avoir vraiment le regard de tout le monde, et d'avoir malgré tout une force du groupe, dans le dialogue social pour être cohérent entre les différentes agences, et ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, en tout cas, chez nous. Effectivement, pour rebondir sur ce que Mathilde disait, cette souplesse et cette intelligence de situation, moi, j'ai une anecdote. On a suivi une formation il y a quelques semaines, et dans cette formation, la formatrice nous a dit: «Vous devez avoir un panneau d'affichage pour le CSE dans chaque agence». OK. Bon, on questionne un peu pourquoi, et cetera. Pour diffuser de l'info. OK. On travaille dans le secteur de l'informatique, aux 3/4 du temps en télétravail ou chez les clients. Quelle pertinence à mettre un tableau d'affichage sur site? Bon, moi, à mon avis, c'est aucun. Diffuser par des leviers de sites web, de newsletters, et cetera, oui, ça a du sens. Pour autant, on a des collaborateurs, les membres du CSE, qui étaient très, très à cheval sur cette partie-là, et donc le groupe s'est autorégulé, et pour avoir l'intelligence de situation de dire: «Ah, ce texte, qui est une réglementation, a du sens pour certains, pas forcément pour nous». Donc on essaye aussi de ne pas mettre la direction dans une posture de faire des choses qui n'ont pas de valeur, parce que l'objectif, c'est que ça ait de la valeur ce qu'on fait, et c'est pas de dire de le faire pour le faire.
Et au même titre, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait les suppléants ne peuvent pas participer aux échanges. Ben, nous, on a cette souplesse-là aussi. La direction nous le propose de pouvoir faire intervenir des suppléants quand les sujets les intéressent. Donc, on a une souplesse aussi de la part de la direction qui cherche le dialogue, même parfois un tout petit peu en dehors du cadre, hein, qui accepte d'autres contraintes, d'autres regards. Et voilà, cette souplesse, elle est enrichissante pour tout le monde. La question qu'on se pose, c'est comment en fait cette bible juridique, elle autorise de la souplesse, de la créativité quand on a des légalistes ou c'est pas facile à trouver. Mais il y a quelqu'un qui a une réponse. C'est la grande question de l'expérimentation. On reconnaît bien là le CJD. J'aurais une petite question par rapport aux formations que vous avez sur vos. Vous êtes qui? Alors, excusez-moi. Quel centre? Bon, visiblement, ça marche pas, donc voilà. Vous parliez effectivement de formation pour les élus de CSE. Visiblement, vous en avez une régulièrement, donc ça a l'air d'être assez régulier. Ces formations, elles sont dispensées par qui? Qui finance ces formations? Parce que visiblement, vous n'avez pas de syndicat derrière, donc les CFE2S, on oublie. Pour l'instant, nous n'avons pas de syndicat, on verra quand on parlera des perspectives. Là, la formation, on parle des formations obligatoires économiques et CHSCT. Le financement a été fait par l'entreprise sur demande des élus du CSE, dans un objectif de se professionnaliser et de voir un petit peu quel pouvait être notre champ d'action et aussi d'être capable de challenger un petit peu, prendre du recul entre les textes qu'on trouve en ligne, ce qui est applicable et ce qui peut avoir du sens pour nous. Donc ça a été dispensé par un cabinet d'avocats de mémoire. C'est pas moi qui l'avais organisé, mais cabinet d'avocats et financé par la direction. D'accord, donc sur les 5 jours maximum. 7 jours. On était à 7 jours de mémoire. Vous voulez réagir? Oui, merci. Je voulais réagir parce qu'effectivement, moi aussi, l'histoire du panneau d'affichage, pour avoir travaillé longtemps dans la transformation digitale, voilà, dans les cours de droit que j'ai suivis, on m'a dit oui, il faut un panneau d'affichage. Bon, donc j'ai fait mon deuil, j'ai fait le panneau. Mais au-delà de ça, je voulais blague à part, je voulais recontextualiser la définition du mot dialogue. Je pense qu'il est important de ne pas le voir simplement sous l'angle revendication et accord ou signature. Si on le voit sous cet angle-là, je pense qu'on s'est tous trompés. Et là où ça a du sens, à mon sens, et c'est ce qu'on essaie de faire en Caisse d'épargne de France, c'est que quand le DRH arrive et dit on a une nouvelle idée, on va transformer le modèle de leadership de l'entreprise, on va réorganiser, etc. Pour lui, c'est peut-être clair. C'est peut-être clair pour les instances dirigeantes parce qu'on a réfléchi, on a maturé, etc. Est-ce que c'est bien compris par nos élus? Est-ce qu'ils ont bien compris dans quel sens on va aller, quelle direction on va prendre? Et donc, moi, j'invite, et c'est ce qu'on essaie de faire, et on le fait à chaque fois, à chaque plan stratégique et annuellement, on réexplique le plan stratégique, on définit les chantiers qui sont derrière, les projets qui sont derrière. Derrière chaque projet, il y a des porteurs de projets. On essaie, dans les heures de délégation qui sont les leurs, on essaie aussi de les faire participer sur un certain nombre de chantiers, parce qu'on a besoin de la matière, et ça, c'est ultra important pour nous. Et je pense qu'il faut vraiment concevoir le dialogue sous ce format-là, puisque à un moment donné, ce sont des élus, ils sont sur le territoire, sur le terrain. Ils ont des choses à apporter, des expériences à remonter, et on ne peut pas transformer une entreprise ou à côté de ça. On doit le faire avec la voix des collaborateurs qu'ils portent. Alors évidemment, elle est aussi portée par les DRH et par les managers, mais elle est en tout cas tripartite. Et pour bien instaurer ce dialogue de confiance et de façon constructive, il est nécessaire de bien comprendre la stratégie de l'entreprise. Et souvent, dans les entreprises, on reste sur un niveau stratégique. On ne va pas aller chercher les chantiers, les projets, les plans d'action qui se traduisent derrière. Et voilà, nous on pense qu'il faut vraiment aller sur ce niveau de détail. Après, voilà, Caisse d'épargne de France, c'est 3000 collaborateurs, donc on a C2SCT, on a tous les tenants et aboutissants en fait, qui découlent du CSE. Le CSE a 4 ans, mais il n'a que 4 ans aussi.
Donc, souvent, avec un de mes élus, on se regarde souvent en disant on apprend en marchant ensemble. Et c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Il y a 4 ans, mais il n'a que 4 ans, ce CSE. Donc, les différentes commissions, et nous, on a, par accord d'entreprise, on a créé une commission qui a du sens, qui travaille sur les procédures de l'entreprise avec l'ensemble des élus. Et eux-mêmes, on les accompagne à travers une direction de la transformation qui va les aider à réfléchir sur comment transformer la voix du terrain sur les incohérences de process ou d'anomalies ou d'expériences vécues, comment on peut, à travers des commissions de process, les améliorer et faire porter cette matière auprès des directions pour qu'elles puissent l'inclure dans leur transformation et, in fine, avoir à alimenter les projets du plan stratégique. Je voulais apporter cette précision qui était importante pour moi et pas voir simplement sous l'angle d'une négociation ou d'une revendication. Est-ce qu'il y a également... Ah, très bonne idée. Bonjour, j'ai une question pour vous. Arnaud Van de Castel. Alors, il s'avère que je suis du groupe, mais je suis aussi le secrétaire régional pour les banques et assurances. Voilà, pour la CFDT. Voilà. Et je voulais vous entendre parce que tout à l'heure, Monsieur Orpin parlait de la professionnalisation des élus. Alors, c'est vrai que je suis un peu mitigé quand même sur ce terme de professionnalisation. Je comprends qu'effectivement, il faille développer des compétences. Bon, ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour le dire et le faire savoir. Ce que je crains par une forme de professionnalisation des élus, c'est qu'on risque peut-être justement de sortir un peu de notre rôle d'élu. Alors, quand même, le débat revendicatif, malgré tout, ça fait partie de l'ADN, non seulement des représentants syndicaux, mais aussi des élus. Voilà, je pense qu'on a aussi ce débat-là à porter. Et j'ai peur que justement, le fait de trop professionnaliser nous écarte de ce débat. Et je voulais justement, par rapport à la caisse d'épargne, savoir comment vous prenez en compte ce sujet. Voilà. Je vais essayer de donner quelques exemples pour schématiser ma pensée et la réponse autour de cette question très intéressante. Je veux dire, comme je pense, on ne dispense pas de formation pour occuper les élus et les éloigner du terrain. Voilà, moi, les choses sont dites. En revanche, alors c'est spécifique à la banque, mais vous le savez, vous êtes dans le domaine, le bilan d'une banque et le bilan d'une entreprise ne se lit pas de la même manière. Le bilan d'une banque, c'est très spécifique. On a besoin de le comprendre, on a besoin de l'apprendre, on a besoin de décrypter la lecture de ce bilan. Et à un moment donné, je pense que la formation financière, économique et financière dans notre domaine d'activité, je parle vraiment pour moi, elle est primordiale. Elle est primordiale parce qu'elle définit l'ensemble des projets qui suit derrière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a la chance, comme c'est une grosse entreprise, d'avoir beaucoup d'élus et d'avoir beaucoup de commissions. Et donc, du coup, on a toujours cet aspect d'avoir la voix du terrain qui remonte d'une manière ou d'une autre, soit à travers le CSE, soit à travers le C2S, soit à travers les différentes commissions, parce qu'on en a beaucoup. Donc on a la chance, de par notre taille d'entreprise et de par le nombre de CSE qu'on a aussi par an, c'est-à-dire sur toute l'année, on a la chance d'avoir cette remontée d'informations. Donc pour moi, j'ai pas ce ressenti et j'ai pas cette vision et j'ai pas ce retour de nos élus. Au contraire. Et alors, pas pour ma banque, mais il y a d'autres établissements qui vont même jusqu'à des fois la certification des élus. Et je pense que c'est même une très très bonne idée parce que plus on a des élus certifiés et experts, plus on arrivera à avoir des négociations mesurées, constructives et peut-être même rapides. Eh ben voilà, également une question de la salle. Bonsoir, Johanna Vigier. Moi, je suis directrice des relations sociales chez Decathlon et il y a peu de temps chez Noroto. Donc, grande distribution, et j'ai travaillé dans une autre vie avec Yeltsin dans la banque. Moi, je voulais revenir sur un point que vous avez soulevé finalement tous les deux, et en fait, vous étiez tout à fait d'accord, sur l'appauvrissement des instances que j'ai pas vu arriver tout de suite. On a pris cette réforme, on a joué le jeu. Et ce que je constate au bout de 4 ans, c'est que c'est essentiellement la C2SCT. Moi, je m'appuyais beaucoup sur le CHSCT, c'était l'instance, et c'est vrai que c'était très identifié,
ils avaient la compétence conditions de travail, par là passer, toutes les enquêtes, sur toutes les conditions de travail et c'est quelque chose qui est en nette croissance aujourd'hui. Donc au bout de 4 ans, on se retrouve avec des énormes CSE. C'est un peu fourre-tout. On va pas aborder les sujets de conditions de travail vraiment, sur des enquêtes et cetera. On ne sait pas comment traiter, quels élus vont participer à ces enquêtes et je trouve qu'en fait alors certes, j'entends aussi ce que vous disiez finalement, les ordonnances Macron, elles nous disaient: «Bah, négociez tout, débrouillez-vous et tout est à créer». Donc d'une entreprise à l'autre, il y en a qui font de belles choses et puis d'autres, qui réduisent, au code du travail. Et là, je trouve que quand vous avez bien nommé le titre de la journée parce que c'est transformer l'essai. On a eu 4 ans, on arrive à constater ce qui fonctionne pas, ce qui s'est appauvri et c'est pas si simple de se retrouver là dans la négo qui arrive. Nous, c'est 2023, les élections, les négos et cetera et de se dire: «Bah, comment on va arriver à identifier, à recréer finalement, à redonner ce rôle-là, notamment sur les conditions de travail». Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais je trouve que c'est le point le plus d'épée, on s'est débrouillé avec les représentants de proximité, CSE, voilà, mais le CHSCT, je trouve qu'on ne sait plus où mettre ce sujet-là et c'est un sujet super important aujourd'hui. Si, c'est très clair, hein. Moi, C'était je pense plus, que voilà et je pense que le boulot, il est beaucoup plus important là, sur le renouvellement, de nos instances qu'il y a 4 ans où bon, on a tenté des trucs, on s'est dit: «On verra bien». Des choses qui ont super bien marché, d'autres pas du tout et là, je pense qu'on partage vraiment ça avec les élus, et nous, on passe aussi beaucoup de temps avec l'inspection du travail, nous dire: «Bah, alors, aidez-nous», et moi, j'y vais la semaine prochaine avec la CFDT en disant: «Ben, on vient ensemble, aidez-nous à trancher ces questions-là» et c'est toujours autour de ce qui manque à la CFDT et ils nous répondent tout le temps: «Ah non, mais ça, si c'est pas dans les textes, c'était à négocier» et là, je trouve qu'on a une vraie carence. Donc voilà, c'était plus, merci, c'est très clair. Non, non, c'est une vraie préoccupation, c'est clair. Moi, j'ai juste une remarque parce que je suis formateur à la CFTC et j'ai juste une remarque. Il y a 15 jours, j'ai formé une équipe. C'est une société de distribution, 3200, plus de 3200 collaborateurs en France, répartis sur tout le territoire, un seul CSE. Un seul CSE. D'accord? Ça veut dire qu'on a un CSE qui est énorme, je ne sais plus combien de personnes ça fait pour 3300 personnes, réparties sur toute la France, mais il n'y a pas de dialogue social. C'est une volonté de diviser pour mieux régner. Donc là, sur toute la grande distribution, je ne sais pas comment fonctionne Decathlon, mais je connais bien Auchan, je connais bien tout ça. Quand on a des CSE qui sont énormes, avec 30, 40 personnes, bah, je suis désolé, mais il n'y a pas de dialogue social, c'est pas possible, vous n'y arrivez pas. C'est pas possible. Donc on est bien dans une volonté patronale, je suis désolé, mais de réduire le dialogue social au minimum. Est-ce qu'il y a encore des réactions sur cette première séquence qui consiste à mettre un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour voir comment ça s'est passé sur ces 4 années? Oui, Allez-y. bonsoir. Donc Olivier Brioul, je suis secrétaire adjoint du CSE La Mondiale, donc je suis à domicile, CFDT. C'était juste pour réagir par rapport au propos de madame auquel je souscris totalement. Aujourd'hui, on parle, il y a certains propos qui m'ont dérangé, notamment sur la professionnalisation, parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Le travers de cette ordonnance Macron, c'est qu'en en fait, on ne nous voit plus dans l'entreprise. Clairement, on est tout le temps en réunion, on passe notre temps en réunion, en fait. On est tout le temps amené à être autour d'une table la direction et on n'est pas, enfin, en plus, on a du mal à comprendre parfois l'intérêt de ces réunions parce qu'on tourne parfois et souvent en rond. Et c'est vrai que le drame de tout ça, c'est qu'on ne nous voit plus dans l'entreprise et les CHSCT, pour moi, c'est une folie. C'est une folie. En plus, ce qui s'est passé, c'est que avec la création des CSE, on a connu la crise du Covid et ça a été dramatique, on va se le dire. On ne nous voyait plus, on ne pouvait plus interagir avec les salariés et je pense qu'il y a un réel sujet là-dessus. Par contre, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec ce que disait monsieur par rapport à la professionnalisation, parce que pour moi, on n'est pas des professionnels. On est bien là dans un seul but, c'est représenter les salariés au quotidien. Et si on ne peut plus représenter les salariés, à un moment donné, il va y avoir un problème. Pas intéressant. C'est bien d'avoir posé un. Voilà, allez-y. Vous avez un petit micro près de vous?
Oui, oui, merci Grégory Marmy. Alors, je suis salarié du groupe et pour le coup, délégué syndical CGT. Alors, juste pour l'anecdote, concernant les panneaux d'affichage, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, on ne peut pas communiquer hein, par mail. Donc, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que c'est bien de dire on met de la démocratie d'entreprise, mais s'il n'y a pas un accord d'entreprise, bah, finalement, il n'y a que les panneaux syndicaux qui permettent aux organisations syndicales de pouvoir s'exprimer. Je voulais juste venir, par contre, c'est sur la professionnalisation. Moi, ce qui m'inquiète aussi, alors je rejoins totalement ce que vient de dire Olivier, c'est qu'il faut aussi avoir en tête que les mandats sont limités. Alors, monter en compétence les syndicalistes, parfait. Ça nous permet justement d'échanger, de discuter, tout en faisant attention évidemment de ne pas avoir le même langage. Hein. Je rappelle quand même qu'on est dans l'opposition par définition. Par contre, ce qui va être très gênant, je pense, après, et là pour le coup, je pense aux employeurs, c'est que finalement, parce que les mandats sont limités, c'est-à-dire qu'au moment où les syndicalistes vont être en compétence, ben, ils vont disparaître. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a une vraie difficulté de renouvellement, mais comment on fait justement pour pouvoir renouveler à partir du moment où on devient professionnel et de toute façon à un moment où finalement les mandats sont limités, vous voyez. Donc ça va pas être simple pour tout le monde, hein, d'ailleurs, en termes de dialogue. C'est un vrai sujet, ça. C'est un sujet aussi dans le champ politique. Allez-y, je vous en prie. Il y a un truc qui est important quand on essaie de c'est pas parce qu'on a toujours dit que fallait faire comme ça qu'il faut faire comme ça. Enfin, je trouve qu'on vit des choses quand même structurantes et il y a quand même un peu d'agilité, à avoir dans nos modes de fonctionnement. Hem et donc moi je c'est pas parce que, enfin, je serais intéressée pour avoir un vrai échange et débat contradictoire sur, l'opposition. C'est quoi l'opposition? À quoi ça sert? Enfin, on voit bien, que pour faire passer, des sujets, il y a différentes méthodes, hein. Aujourd'hui, il y en a des très critiquées et quelque part, parce qu'on va utiliser une méthode, trop dans l'opposition, bah, on va retenir que l'opposition et pas traiter le fond du problème. Donc, je pense qu'il y a un débat à avoir là-dessus. Je voulais rebondir sur, ce que vous avez dit sur, le covid et l'appauvrissement, alors nous, au contraire et d'ailleurs quand on a préparé, l'échange avec toi Thierry, le constat, il est que le dialogue social, il a été encore plus fort pendant le covid. On se voyait toutes les semaines, avec, des dispositifs d'écoute des collaborateurs par le CSE et au contraire, parce qu'on a été agile, parce qu'on s'est remis en cause, parce que, ben, on a cassé un peu les règles, j'ai l'impression qu'on a été très efficace et dans les enquêtes de fin d'année, c'est plutôt ce qui est ressorti, quoi et le CSE a été encore plus visible. Donc voilà, je témoigne de ça parce que ça m'a fait penser à ça quand vous êtes intervenus. C'est vrai que dans toute la période de, confinement, reconfinement, déconfinement et cetera, bah, c'était très, très important de voir, est-ce qu'on revient un peu sur site, complètement, pas du tout et il y a aucune décision qui a été Mmh. prise par la direction sans, Et on décidait avec le CSE avant le comité de direction. Voilà. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'on se posait nous les juristes, hein, on se posait des tas de questions métaphysiques sur les visioconférences et compagnie. Je peux vous dire, tout ça, ça a été balayé par la crise. Hein. Là, je veux dire, il n'y a plus personne ne se pose de questions. Donc, Ouais, et après, vous vouliez intervenir. Ouais. alors, allez-y. Et après, on veut bien. Oui, je voulais revenir. Oui, donc Franck Legrand, moi je suis délégué syndical central adjoint au CFDT ici sur le site de Mont-Saint-Barré. Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire par rapport au Covid. Alors effectivement, on s'est vu beaucoup durant la crise Covid. Alors moi, je suis en plus rapporteur de la C2SCT et mes collègues pourraient en témoigner. Hein. On s'est vu beaucoup, notamment au début de la crise sanitaire. J'ai presque envie de dire à quel prix. Parce qu'effectivement, on se voyait à tout moment parce qu'il fallait décider de la poursuite ou non du travail sur site, il fallait organiser le télétravail, il fallait donner du matériel à des personnes qui n'en avaient pas parce qu'ils n'avaient pas choisi le télétravail avant la crise. Et donc, j'ai envie de dire à quel prix, à tout niveau, pas uniquement pour le rapporteur de la C2SCT ou un délégué syndical central ou un élu CSE, y compris pour les représentants de proximité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et tout à l'heure on parlait du renouvellement, quand on va avoir un nouveau cycle électoral, on peut s'interroger sur, Sujet de l'engagement. sujet de l'engagement. On n'a pas encore échangé avec nos collègues, hein, parce que nous on n'a pas de cycle électoral avant en ce qui nous concerne nous, avant 2024.
Mais voilà, il faut savoir quand même que côté AG2R, on a fait une campagne électorale, pendant la crise sanitaire et on nous a pas donné plus de moyens. Grégory tout à l'heure parlait des panneaux syndicaux, en termes de, possibilité de pouvoir communiquer par mail. Oui, on pouvait organiser des réunions Teams. Merci, merci, j'ai presque envie de dire: «Merci patron», mais les communications par mail et cetera, c'était très, très structuré. Il fallait pas gêner les salariés, en leur envoyant des tracts et cetera. Heureusement, on a nos propres sites syndicaux, mais il n'empêche que moi je pense que alors l on nous dit toujours: «Oui, mais c'est parce qu'il y avait le covid». Mais le Covid n'est pas responsable de tout. Je pense qu'il faut aussi penser à une nouvelle forme de communication. Moi, je suis pas forcément fan non plus, du panneau syndical. Si, vous avez 3 jours de télétravail par semaine, peut-être mieux de pouvoir communiquer par mail. Oui, c'est vrai. Si on est un peu écolo, on se dit, voilà. Enfin, voilà, donc je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut déjà Parfait. merci. Monsieur Tancret, peut-être? Alors pour répondre, rapidement aux questions qui ont été posées, en tout cas celles levées par Mathilde, enfin, en tout cas pour moi, il y a pas d'opposition dans une entreprise. Il y a des représentations, la direction, les syndicats de salariés. Voilà la vision, qu'en tout cas on porte à la CFDT sur ce sujet. Des oppositions, il peut y en avoir, mais pas sur des personnes. Peut-être sur, des projets qui n'auraient pas été suffisamment partagés ou en tout cas dont, l'objet, la finalité, n'a pas été bien n'a pas été comprise. Elle est souvent comprise, mais en tout cas, la résultante, de la consultation, ne va pas dans le sens des salariés, en tout cas de la représentation, que les salariés, peuvent s'en faire. Pour revenir à la question, concernant la C2SCT, on va dire l'échec sur le sujet, c'est déjà la temporalité des réunions. Auparavant, vous aviez une CHSCT, alors selon la taille de l'entreprise, tous les mois, tous les 2 mois. Aujourd'hui, voilà, je vais parler d'un cas que je connais bien, c'est le mien. CSE de la CAF du Nord, donc 1 600 salariés, c'était à minima 4 réunions de CSE par an. Comment voulez-vous traiter tous les sujets qui attrait, à l'hygiène et à la sécurité au travers de 4 réunions? C'est pas possible. Le fait aussi que la C2SCT n'ait plus les moyens financiers de pouvoir, investiguer les sujets, de 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 faire appel aussi, à des expertises. Voilà, on n'est pas des sachants, on n'est pas omniscients. Tant bien sur le volet, direction que, sur celui des salariés. Moi, je ne connais à la CFDT en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, mais je suis certain que mon propos sera partagé. Je ne connais aucun élu qui ne souhaite pas du bien pour l'entreprise. C'est son outil de travail. Donc pour le coup, la C2SCT, la petite astuce qu'on a trouvée nous en CAF du Nord, c'est de donner une partie des délégations du CSE à la C2SCT sur le pouvoir, voilà, d'investigation des questions qui a trait à l'hygiène et à la sécurité, demander à la direction qu'elle donne des moyens aux membres de cette commission et que cette commission ait un procès-verbal, pas un compte-rendu, un procès-verbal, parce que ça a une valeur juridique. Et pour le coup, je peux vous dire aujourd'hui, ça roule bien. Alors après, la difficulté, qu'il peut y avoir, c'est si on arrivait à des cas, extrêmes, bah, le fait de, voilà, de pouvoir ester en justice, ça doit forcément passer par le CSE. Donc ça appelle à des délais supplémentaires de réunions, qui peuvent être, parfois, mal perçus. Je crois que monsieur tout au bout de la salle avait une question. Action. Oui, plus une observation. Merci Thierry. Michael Clabonne, OCB. En étonnement sur les 4 ans qui se sont déroulés depuis nos dernières élections, je rejoins d'abord
ce que disait Johanna tout à l'heure. Clairement, notre C2SCT qu'on avait l'habitude de piloter s'est appauvri. Et je pense que c'est vraiment une vraie difficulté puisque les sujets de santé au travail deviennent de plus en plus prédominants dans nos discussions avec nos partenaires sociaux. Et c'est peut-être en retour d'expérience un vrai sujet à travailler avec nos partenaires sociaux d'abord, qui sont aussi soucieux de ce sujet-là. Mais cet instant de C2SCT perd dans son efficacité. On travaillera peut-être probablement avec nos prochains partenaires sociaux à vouloir l'élargir un peu plus. Et un des sujets en tout cas qui nous préoccupe, si on veut me couper la parole peut-être, j'ai pas d'intérêt avec la G2A, donc je suis désolé. On a ce sujet de pouvoir s'assurer de la bonne représentativité de nos métiers dans cette instance. Je m'explique, on a une C2SCT avec 5 membres pour 3500 salariés. Aujourd'hui, je n'ai pas de représentant au niveau de mon entrepôt et je n'ai pas de représentant au niveau de mon siège. J'ai essentiellement de représentants au niveau de nos magasins. Ça, c'est un vrai sujet de se dire de comment on peut élargir demain nos instances en intégrant aussi tous nos métiers. Est-ce qu'une conseillère beauté peut parler des problématiques de l'entrepôt en matière de santé et sécurité? C'est un vrai débat. Donc, en tout cas, moi, c'est le premier retour d'expérience que j'ai à travers cette instance. Le deuxième retour d'expérience que j'ai sur le CSE, etc., c'est le cumul de mandats, puisque je ne suis pas certain qu'on ait gagné du temps ou quand vous évoquiez le CSE dure plus longtemps, etc. Oui, il dure très longtemps. Moi, j'en ai un demain. Je sais, il va commencer à 9 h. On va finir à 18 h. Mais globalement, quand on cumule DP, CHSCT, CE, le temps cumulé reste globalement à peu près le même. Ce qui, moi, me gêne un petit peu, c'est que cette instance CSE a poussé certains élus à cumuler énormément de mandats. Je m'explique. Secrétaire du CSE, membre de la commission économique et sociale, enfin de la commission économique pour l'intéressement en participation, pour l'aide au logement, pour les commissions handicap. Je suis également membre du C2SCT. C'est des concentrations de mandats parce que aussi, on a aussi nos difficultés avec nos représentants qui ont du mal à recruter des personnes qui veulent porter ces casquettes-là. Et donc souvent, les prennent pour eux parce qu'ils sont convaincus de ces sujets-là, donc ils vont les prendre. Et ce qui arrive, c'est qu'ils sont déconnectés du monde du travail. Moi, un vrai sujet que je vais avoir avec eux, c'est comment demain je les remets au travail après 4 ans de mandat, là où le cumul de leurs activités font à un moment donné qu'ils sont déconnectés de rejoint vos leurs activités. préoccupations. C'est un vrai sujet. Je pense que la question, y compris des entretiens annuels qu'on devrait avoir avec nos collaborateurs, et quand on a plus de 30% du temps consacré en mandat, normalement, on se dit mais comment je vais gérer un entretien annuel avec un collaborateur que le manager n'a plus vu depuis quelques mois. Ça, c'est un vrai sujet aussi qu'on devrait pouvoir traiter. Moi, j'ai pas forcément toutes les réponses. On a signé un accord en 2020 sur les moyens du CSE sur différents sujets. On a étendu les moyens de la C2SCT avec 10 réunions par an et des allocations en matière de finances sur justement leurs enquêtes annuelles. Mais on doit encore pouvoir trouver des solutions pour travailler en co-construction. On n'est pas en opposition, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Et ma troisième retour d'expérience, c'est le management. Le CSE, en tout cas, alors, ça dépend aussi de nous et de la manière dont on pilote le dialogue social. Ce que j'observe aussi, c'est que peut-être à travers le CSE, on a concentré le dialogue social entre la direction, la DRH, nos partenaires sociaux, et qu'on a peut-être un peu perdu le contact du management et du dialogue social avec les représentants locaux. Je rebondis à ce que vous disiez tout à l'heure, Yeltsin. Le dialogue social, c'est pas juste la négociation d'un accord. C'est comment je préserve aussi sur le terrain le fait que les élus soient en contact avec le manager quand il y a des problèmes locaux à traiter. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'en CSE, j'ai pas à traiter normalement des problématiques locales dans un magasin X ou Y. Ça devrait déjà être géré avec l'élu local et le management de terrain. Et ça, alors, on n'a pas de représentant de proximité. Alors peut-être que c'est une réponse, j'en sais rien. Je ne crois pas, ça c'est mon avis personnel. Mais quelque part, il y a peut-être aussi ce sujet de ce CSE peut-être concentré un petit peu trop. Là où avec les DP, on pouvait d'abord traiter plus facilement les sujets du terrain, sans qu'on ait, nous, au niveau de la direction, à traiter tous les sujets de l'entreprise, parce que ça, pour le coup, ça appauvrit le dialogue social. Voilà.
une réponse rapide pour pas monopoliser la parole et ensuite peut-être, investir un sujet, qui a été, abordé, je ne veux pas écorcher votre nom, donc je vais vous prénommer par Yacine. Vous nous faites part de votre inquiétude, quant, voilà, effectivement, le CSE aujourd'hui, le fait que les mandats soient limités, à voilà, à 3 fois, donc ça fait, de 3 fois 4 ans en 12 ans. Là, on intervient sur le 2e cycle de renouvellement. Pour certains, le 3e cycle va d'ailleurs arriver, plus rapidement parce que l'échéance des mandats était là aussi, elle, heu, négociable. Ben, vous avez la possibilité de valoriser, les parcours syndicaux de vos salariés. C'est-à-dire que vous êtes en prise directe avec, le travail qu'ils ont été amenés à faire et à rendre pour l'entreprise. Il faut pas, départager le CSE comme une espèce d'entité à part. Le CSE fait partie intégrante de l'entreprise et les élus qui sont amenés, à y siéger, ben, travaillent leur sujet, développent de nouvelles compétences et donc pour le coup, bah, c'est aux responsables des ressources humaines, c'est, à la direction de savoir valoriser ces parcours. On disait souvent, enfin je l'ai entendu à plusieurs, reprises, le dialogue social, c'est pas forcément parler de rémunération. Effectivement, à la CFDT, le dialogue social, qu'on souhaite loyal, c'est aussi discuter et parler RSE, accompagnement à la mobilité. Parce que, vous savez tout à chacun, il y a des problématiques qui se posent aujourd'hui sur ces sujets et qu'est-ce que fait l'entreprise pour les salariés qui sont confrontés à ces problématiques? Le logement. Le logement aujourd'hui, voilà, on va regarder, plus en amont la métropole lilloise. Pour celles et ceux qui sont amenés à y travailler et qui voudraient s'y loger, c'est problématique. Là encore, que fait l'entreprise sur ce sujet? Je vais même aller plus loin. Heu, voilà, le sujet du moment, c'est, la sobriété énergétique. Moi, je peux vous dire que les CSE, ou en tout cas les élus qui y siègent, ont toute compétence pour traiter le sujet de la sobriété énergétique. Il n'y a pas meilleur expert que, l'élu qui est en proximité, sur ces sujets. Le temps passe et monsieur Tancret, je vous remercie d'avoir fait cette habile transition parce qu'on a passé un peu de temps à regarder dans le rétroviseur et je pense qu'on a eu raison. Je pense qu'il y avait pas mal de choses à se dire et à partager sur ce qu'on a vécu pendant ces 4 années. Mais là, vous en arrivez effectivement aux grands enjeux du moment. C'est quoi les sujets pour les CSE? Comment les CSE font face à ce que les entreprises et la société en général vit aujourd'hui, etc. Moi, c'est là-dessus aussi que j'aimerais bien vous entendre. Alors, certes, Norcis, avec son approche purement entreprise sur ces sujets environnement, etc., une sensibilité particulière. Est-ce que le MEDEF fait bouger les lignes aussi là-dessus? Est-ce que la Caisse d'épargne, y compris depuis qu'elle est Bicorp, est particulièrement push là-dessus? Je ne sais pas. Allez, je me lance. Sur les perspectives, ce qui est important à notre sens en Caisse d'épargne France, c'est de pouvoir ajouter de l'innovation et de la modernité dans le dialogue. Et il est important, je pense, d'ajouter ces 2 notions dans le dialogue. Et quand je dis ça, c'est pas simplement le dialogue de la direction, mais c'est le dialogue de la direction, mais également des élus. Avec le Covid, on a remarqué que les caractéristiques, les façons de faire des collaborateurs, des salariés avaient changé. Et en même temps, est-ce que nous, on a changé en tant que direction? Est-ce qu'on a accompagné ce changement? Est-ce que les élus aussi se sont adaptés? Est-ce qu'on les a accompagnés pour s'adapter dans cette transformation-là? Donc pour moi, le premier enjeu, c'est plutôt d'innover dans la modernité du dialogue. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième,
Et vous le savez, par décret, le CSE a toute compétence pour traiter des questions environnementales. S'il n'y avait pas eu la sobriété, il y avait, je pense, et je peux presque le dire, quasiment aucun sujet, ni porté par les entreprises sur ce sujet-là, ni porté par les élus sur ce sujet-là. Pourquoi? Je pense qu'on doit se poser la question en perspective. Et je pense aussi qu'à travers les projets d'entreprise, des projets de transformation des organisations, de la culture, on doit pouvoir doter les CSE de moyens pour ajouter la touche RSE et environnement. Voilà. On traduit aussi par la BDSE, hein, vous le savez, le E de la fin, je pense qu'on l'a tous un peu oublié. Voilà. Bon, après, il y a eu le Covid entre-temps, mais et donc pour moi, voilà, les deux enjeux, c'est ceux-là, ce sont les deux enjeux principaux. Évidemment qu'on traite des sujets importants. Oui, j'ai vu que vous coupiez mon micro, madame. Hein. Bien joué. On a créé des commissions spécialisées dans l'inclusion. C'est comment l'entreprise joue son rôle sociétal pour accompagner les gens qui sont en difficulté. On a une convention avec le département sur les gens en RSA pour leur créer un parcours d'intégration dans l'entreprise. Sur le climat, on le travaille avec le réseau Alliance. On a fait une journée spéciale sur la sobriété énergétique avec tous les acteurs, en mettant aussi en avant les gens qui pouvaient former à la fois les entrepreneurs, mais les collaborateurs aussi, parce qu'on est comme conscient d'une chose, c'est pas parce que le dirigeant veut travailler sur le climat qu'il va y arriver. S'il n'intègre pas les collaborateurs et le dialogue social pour intégrer l'ensemble des collaborateurs dans la volonté qu'il a d'avancer, on n'y arrivera pas. Et donc, on est conscient que c'est par le dialogue social qu'on peut y arriver. Et donc, on a des organismes qui forment tout le monde pour réussir ce projet, d'ailleurs qui n'est plus une option aujourd'hui. C'est impératif, c'est comment on y va. Voilà. D'abord, c'est ensemble, mais on commence par quoi? C'est la difficulté qu'on a avec nos entrepreneurs aujourd'hui. Ça fait des années qu'on les engage dans cette démarche, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Et je pense que si les salariés sont prêts et sont mûrs pour, en tout cas, un engagement sur un sujet, c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est ensuite d'avancer, mais de manière pragmatique, entreprise par entreprise, en fonction du secteur et en fonction de la volonté aussi des collaborateurs. Mais là, c'est sur la fin du monde, le climat. Et en fait, la question aussi, c'est la fin du mois. Donc, est-ce que tout le pouvoir d'achat, on se retrouve dans des situations aujourd'hui de tension particulière, d'injonction, d'attente, de revendication? Alors aujourd'hui, ça dépend des secteurs, mais oui, il y a des revendications dans certains secteurs en fonction de l'évolution du salaire. Les salaires ont augmenté de 3,1% en moyenne l'année dernière. C'est assez faible par rapport à l'inflation. Il faut aussi trouver l'adéquation entre la capacité qu'a l'entreprise de payer et les capacités aussi, enfin les volontés des collaborateurs. Dans tout ce qui est PME, TPE, on a deux difficultés. Alors pour les PME, c'est de voir aussi la rentabilité de la boîte. Pareil, je ne vous parle pas des très grosses structures aujourd'hui qui ont d'autres moyens que les PME. Et là, c'est vraiment de voir ce qui est possible de faire. Donc, dans les pratiques que nous, on voit aujourd'hui au MEDEF pour ces PME, c'est soit ils donnent des primes importantes en fin d'année, parce qu'ils savent qu'ils peuvent le donner à l'instant T, mais ils ne savent pas pour l'année prochaine ce qu'ils pourront donner, donc ils verront. Ou d'autres qui font des augmentations de salaire plus importantes pour éviter de voir partir les collaborateurs dans d'autres boîtes. Voilà. Et je crois que ça dépend des secteurs d'activité, puisque d'abord, tout le monde souffre aujourd'hui du recrutement. On a d'ailleurs, on se demande où sont les gens. Nous, on le voit notamment par la formation, puisque France Compétences a un déficit de 10 milliards d'euros. Et donc, les gens se forment beaucoup. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont en formation. Alors, soit ils se forment parce qu'ils veulent progresser, soit ils sont en formation parce qu'ils sont en difficulté. Voilà. Et donc là, il y a un enjeu pour ces gens qui se sentent, en tout cas, plus intégrés. Et c'est de voir comment on joue le jeu, de pouvoir réintégrer ces personnes dans l'entreprise parce qu'on a besoin de gens. Voilà. Et donc, il faut trouver les bonnes formations. Et en tout cas, ça va devoir se réguler parce que France Compétences ne pourra pas assumer ce volume de formation qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pense que ça se joue par entreprise. Et aussi, alors pour le partage de la valeur sur les TPE et le pouvoir d'achat, la difficulté, c'est que parfois le dirigeant, alors le salaire moyen d'un dirigeant dans ces 90%, c'est 2 000 € net. Donc c'est assez faible finalement pour un dirigeant. Et une partie de la rémunération du dirigeant, c'était ce qui restait à la fin de l'année. Et donc il le remontait en dividende pour lui. Voilà, pour atteindre ces 2 000 € net. Et donc la difficulté, c'est que si on veut un partage de la valeur, il faut aussi le regarder en fonction de la taille de la boîte, pour ne pas mettre en difficulté tous les artisans aujourd'hui, hein, qui sont très nombreux et qui pourraient être mis en difficulté si on veut mettre quelque chose de très large finalement sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les PME, TPE par rapport
au salaire des patrons des TPE, TPE et de partage de la valeur. Le problème, c'est que moi, j'ai été acheteur dans un grand groupe, dans plusieurs groupes. Donc, et un de mes clients, notamment quand j'étais dans l'industrie automobile, un de mes clients, c'était Renault. Aujourd'hui, il y a une pression de ces gros clients sur les prix qui est telle, qui est complètement injustifiée. Le partage de la valeur, elle n'est pas là. Moi, je dis, le MEDEF, il a quand même une responsabilité parce que ces gens-là sont au MEDEF. Il ne faut pas l'oublier. Et que là, il n'y a plus de morale dans cette histoire. Parce que c'est les petits patrons, c'est 90% de la population qui paye. D'accord? Moi, je suis dans la Somme, dans le Vimeux, les ouvriers sont au SMIC. Ah, il va faire froid, là. Comment ils font pour mettre le fioul? Alors, sur les RAG, on a fait des primes à la fin au mois de décembre. Sauf que la pluie à fioul, il faut la remplir en novembre. D'accord? Et que donc, on a un écart fondamental entre les grandes entreprises, très grandes entreprises, j'ai écrit que dans des grands groupes, d'accord? Et la réalité du terrain qui fait 80%, 90% de nos salariés. Et là, moi je dis, alors c'est peut-être le MEDEF doit intervenir sur le sujet en disant que c'est un problème de morale, c'est un problème de société et de morale. Et on ne peut pas rester comme ça, parce que de toute façon, les gilets jaunes, c'est ça aussi, il n'y a plus personne qui a confiance, parce que les gens, il n'y a plus de morale dans cette société aujourd'hui. Et là, il y a un problème de fond sur lequel il va bien falloir qu'on travaille tous ensemble. Je suis d'accord. La seule différence entre un MEDEF local comme le mien, c'est qu'il est économique, et un MEDEF national, il est plus politique. Et quand on rentre dans un problème politique, il y a des choses qui avancent moins vite. Et là je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, le MEDEF doit se saisir du sujet, mais on ne peut pas intervenir dans l'entreprise. On a un comité d'éthique, ou en tout cas on fait des préconisations, mais l'entreprise après est libre de les suivre ou non. Je négocie à lui-même. Chez Narcisse, les sujets du moment. Sachant qu'on est dans le numérique, on est dans une situation particulière, effectivement. Juste, on a traité 2 gros sujets cette année avec le CSE. Le premier, ça touche la redistribution des richesses et donc on a travaillé sur un accord au niveau de notre participation pour faire en sorte que la participation ne soit plus indexée sur un salaire, puisqu'un salaire, ça rémunère la compétence, notre niveau de responsabilité, voilà. Et donc on a réussi à négocier et sous la forte impulsion de la direction et du comité de direction, d'arriver à une participation plutôt indexée sur le temps de travail et la même pour tous à temps de travail équivalent. Et on va dire que c'est le plus beau projet mené avec le CSE et qui a un réel impact vis-à-vis des collaborateurs. Et quand au début, je vous parlais du modèle de développement autour de la perma-entreprise et je pense que le chemin le plus difficile à faire, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est se fixer des limites, ça veut dire renoncer à certaines choses et redistribuer. Il y a un enjeu de redistribution énorme. Donc voilà, ça, je voulais en témoigner. Et le deuxième, ça touche une offre sur mesure par rapport au plan d'épargne entreprise sur des fonds encore plus vertueux qu'aujourd'hui ce que nous proposent des banques classiques et aller vers des fonds de type Ecofi, Mirova, qui ont peut-être une rentabilité différente. Je dirais pas moins de rentabilité, mais une logique de moyen terme et moins court terme par rapport aux offres actuelles. Ça c'était aussi une belle réussite et une volonté de l'employeur. Donc voilà, vous voyez, je voulais donner 2 exemples qui montrent qu'on est sur de l'innovation et c'est poussé par la direction avant le CSE. Le CSE a suivi, mais et je rejoignais un peu la question au départ, c'est comment on fait pour avoir une approche plus progressiste plutôt que de devoir gérer le quotidien et les choses réglementaires qui sont importantes, mais l'entreprise, elle a besoin aussi de se réinventer et le CSE est central dans le dialogue avec l'employeur et surtout comment ils font pour être force de proposition. Pour compléter ce que dit Mathilde, par rapport à l'inflation, et même si Mathilde le disait en introduction, on est une population de cadres avec un salaire moyen assez confortable.
Ça ne nous a pas empêché, nous, CSE, à un moment de voir qu'il y avait beaucoup d'augmentations diverses et variées et à ce moment-là, de réfléchir à comment on pouvait essayer de compenser un petit peu cette inflation et donc on a proposé à la direction de réfléchir à une augmentation du montant des tickets restaurants qui est la même pour tous pour tous les salariés dans la boîte et voilà, on a été suivis sur ce sujet-là et encore une fois, c'est chouette d'avoir pu être force de proposition à un moment opportun. Et je pense qu'un des enjeux, pour les 4 prochaines années, ça va être de rester dans un état d'esprit où on arrive à proposer des choses, à se réinventer, à accepter les propositions, de la direction et que la direction ac Toi aussi. les j'ai parlé trop longtemps. Les propositions du CSE et c'est finalement, c'est ça le dialogue, parce qu'il fait progresser l'entreprise, qui fait progresser la situation, des salariés et cetera. Pardon, c'était pas voulu. Je pensais qu'on pouvait en activer 2 en même temps. Je viens de comprendre au bout d'1 h 30. Voilà, c'est ça. Moi, je vois merci. Je vois 2 nouveaux défis qui sont à mon sens, très, très importants, dans le CSE, dans les 4 ans à venir. Le premier, c'est qu'en fait, on négocie beaucoup dans les accords, soit avec des accords de méthode, soit avec des négociations qu'on ouvre, la QVT ou la QVCT. Et souvent, quand on négocie ces accords QVCT, on les négocie par bloc, sur les moyens, la charge de travail, les conditions, etc., etc. Et il y a quelque chose qu'on oublie fondamentalement et qui du coup nous remonte beaucoup des élus, mais la faute aux 2, hein, aux élus et à l'entreprise, parce que comme on fait par bloc, on oublie tous les liants à l'intérieur. C'est le nouvel outil qui a évolué, le collaborateur qui sait pas l'utiliser parce que c'est une petite évolution pour la direction informatique qui pousse ça, le nouvel environnement de travail, oui, on change simplement de bureau, on change de façon de faire, etc., etc. Et en fait, tout cet accompagnement culturel, en fait, on l'oublie un peu. On l'oublie un peu dans les négos QVCT. Donc pour moi, ça, c'est un enjeu majeur qui doit driver les 4 ans à venir. Parfait. Alors, ce sont les risques du direct. Ce soir, nous avons avec nous Maud Stéphane, qui est la permanente de réalité du dialogue social. Et il y a un problème de train. Donc, même si ce n'était pas prévu de le faire maintenant, Maud va nous dire un petit mot. Je vous dis un petit mot avant de rapide. devoir nous quitter pour aller à Paris. Après, on reprendra le fil de notre débat. Je suis désolée, le dernier train, voilà, il n'y a plus de dernier train. On va essayer de prendre le précédent. Donc, je me dépêche. Je voudrais déjà vous remercier toutes et tous, les intervenants et bien sûr tous les participants. Cette conférence, cette dernière conférence clôturée une semaine où on a abordé plusieurs sujets. Notre objectif, c'était notamment de traiter la façon dont le dialogue social pouvait relever les défis, enfin, les dialogues sociaux, les acteurs sociaux, comment ils pouvaient relever les défis qui se posaient à nous, les différentes crises. Donc, on a parlé de l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation du travail, la crise environnementale, énergétique, les évolutions législatives avec l'impact sur CSE comme aujourd'hui et aussi les évolutions sociologiques avec les jeunes générations qui ne donnent pas le même sens au travail, qui ont des exigences différentes et qui voient également l'engagement collectif, l'engagement syndical d'une façon différente. Donc, on n'a pas tout traité, donc je vous invite à voir tous les replays, etc. Donc, je vais très vite, mais il y a un mot qui est ressorti dès le premier soir et je trouve qu'il est encore très bien heu illustré ce soir, c'est le terme inventif, c'est le mot inventif. Effectivement, on est dans un environnement, qui se transforme et qui se transforme en permanence avec une accélération et on voit qu'on tâtonne encore à tous les niveaux et ce terme inventif, alors le premier soir, c'était par rapport aux usages numériques. Il faut être inventif dans les usages numériques et en saisir peut-être les opportunités, notamment au niveau des organisations syndicales, comprenez, mais dans la façon de renouer le lien avec les salariés. Être inventif, dans les thématiques de négociation, je vous en avais donné, quelques-unes. Être inventif aussi dans la façon d'aborder les évolutions législatives et ce qu'a pu donner les ordonnances et comment, aussi en saisir les opportunités et réajuster
après ce premier mandat. À ce titre, nous avons engagé des travaux avec différentes entreprises. Nous sommes en train d'avoir des interviews en leur posant la question de ce qui fonctionne, ce qui doit évoluer et sur quoi, enfin, quels sont les leviers que vous actionnez pour ajuster. Donc, on aura les résultats des travaux en janvier. Donc, voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là. Je voulais vous dire plein d'autres choses, mais malheureusement, je suis obligée, nous sommes avec Elsa obligés de vous quitter. J'aurais aimé discuter avec vous pendant le cocktail. Donc, et puis faire connaissance et vous fassiez aussi connaissance avec notre association Réalité du dialogue social. Voilà, donc nous animons des conférences, nous avons des groupes de réflexion et Thierry pourra Et vous vous en êtes dire. tous les bienvenus pour vous Voilà. joindre à nous, Et effectivement, nous en nous reverrons région et à et nous Paris. nous verrons dans les Hauts-de-France. Voilà, désolée et puis bonne Merci continuation et je ne beaucoup. voulais pas casser le rythme. Courage. On souhaite que le train marche bien. Alors, je suis maître du temps, Pardon, hein, j'avais mon et deuxième il est point. déjà 47. J'avais mon deuxième point. Il y a un deuxième point, mais après, je reprends la parole. Ça marche. Non, juste le premier point, je l'ai mais très rapidement. Le deuxième point, je pense que à travers le CSE, à travers soit des accords ou une discussion, un dialogue, il y a un sujet qu'on oublie souvent, c'est le mécénat de compétences entre celui qui va partir en retraite, enfin ceux qui partent en retraite et ceux qui arrivent, avec l'accompagnement, l'attachement à l'entreprise, l'attachement aux tâches, avec toute la compétence qui va avec. Et je pense que cet enjeu-là, il a été un peu oublié. Et je pense que c'est un rôle à porter ensemble entre la direction et le CSE. Donc je pense que c'est un des enjeux à venir. Est-ce que c'est baisser la compétence? Est-ce que c'est notre dispositif? Mais on ne peut pas dire à un jeune, tu viens, tu occupes le poste, et à une personne qui a donné 35 ans, merci, au revoir. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, comme je le disais à l'instant, on va respecter le timing. Ça veut dire qu'à 20 h, on va être obligé de passer au petit pot de l'amitié. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de repartir de monsieur le professeur Duchange, qui a écouté ce débat, qui peut y réagir et qui peut aussi nous confier quels sont finalement, maintenant, si on regarde l'avenir, on a regardé dans le rétroviseur, on a regardé un peu le présent, et si on regarde les 4 années qui nous attendent, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour les CSE en droit ou autre chose, hein? Voilà. Donc, voilà, il y a un petit bouton rouge en dessous du micro. Et puis, voilà, je vous laisse la parole et ensuite, on défilera dans ce sens-là. Tac, 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 tac. Ça marche, oui. Moi, j'ai une petite réaction peut-être par rapport à ce que j'ai entendu. J'ai entendu d'un intervenant qu'il fallait augmenter les moyens du CSE. J'ai également entendu à plusieurs reprises qu'il fallait augmenter les moyens de la C2SCT. Et côté entreprise, j'ai aussi entendu que certaines règles étaient inadaptées, par exemple la question de l'affichage. Donc peut-être qu'une question pour aujourd'hui comme pour demain, c'est celle des types de sujets sur lesquels il est possible de négocier quelque chose de différent de la loi. Voilà. Est-ce qu'en l'état, la législation est satisfaisante ou est-ce qu'il y a certains points qui vous paraîtraient mériter faire l'objet d'une évolution? Qu'est-ce que vous Pas de nous souci. souhaitez? Qu'est-ce que vous rêvez pour les prochaines années? Moi, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est d'avoir un dialogue social avec le bon état d'esprit, capable de proposer des choses. Et du coup, je rejoins ce que vous venez de dire, c'est qu'on ait la capacité, la possibilité de parfois s'extraire un petit peu de la réglementation qui est lourde, qui peut nous faire perdre du temps quand elle n'a pas de valeur ajoutée, et qu'on ait cette liberté-là de dire, dans notre contexte, cette réglementation, elle n'a pas beaucoup de sens. D'un point de vue commun entre le CSE et la direction, on se dit: «On n'est pas vraiment concerné par ça, on ne perd pas de temps avec ça», pour garder du temps, pour, être force de proposition, se réinventer, traiter des sujets de fond qui effectivement peuvent prendre plus de temps, et on ne l'a pas forcément si on se perd dans la réglementation qui est complexe, quand on n'est pas un expert juridique. Donc voilà, moi je dirais un état d'esprit, de capacité à proposer des choses et à avancer. Est-ce que vous vous représentez pour le prochain mandat? Oui, c'est en cours. Ah! Voilà, bravo. Mathilde? Ouais, J'ai tout enfin, dit. en vrai, il a dit ce qu'on pensait, quoi. Donc je souhaite que le rêve de Christophe se réalise.
Non, ouais, c'est ça. Ouais, enfin, le terme est basique, mais voilà. Moi, je souhaite pas opposer les deux. C'est pour ça que quand vous avez donné la définition du conseil ou d'entreprise au sens syndicat, je pense que c'est possible. Et donc, je pense que du coup, on faut pas s'attarder sur le comment, mais il faut plutôt partager le pourquoi. Alors, ça paraît une évidence peut-être pour tout le monde, mais si on s'entend sur le pourquoi c'est important, les moyens, après, on arrive à trouver la bonne posture ou voilà, c'est une règle qu'on applique depuis bien longtemps, mais il est important de se la rappeler pourquoi on fait les choses, quoi. Parfait. Ça Spécial permet merci pour votre duo. pourquoi faut mettre des tableaux d'affichage, etc., quoi, pour prendre un peu de la hauteur sur les sujets. Il est bien cet exemple. Ah, il est bien. Voilà. Alors, monsieur Orpin, à la suite. Si c'est un Qu'est-ce qu'on rêve, rêve pour les 4 ans qui viennent? je rêverais d'un droit suisse qui permet d'avoir un cadre souple et qui permette notamment de régler le sujet que je trouve important, c'est une entreprise est constituée d'hommes et femmes et que quand on voit que de manière unanime, le CHSCT n'est plus présent pour traiter des sujets qui protégeront nos collaborateurs, je pense que c'est un sujet qui permet aussi à l'entreprise, comme on le disait, de se saisir d'être hors la loi, peut-être en recréant un organe qui est peut-être pas légal, mais qui est indispensable en tout cas pour protéger les forces vives de nos entreprises. Le CSSCT, on peut le créer, Il y a le une- règlement intérieur du CSE peut dire qu'il y a un CSCT pour chaque société à partir de 11 salariés, hein. Ouais. Oui, mais le rêve, c'est que tout le monde le fasse. On pourra aller voir Voilà. Monsieur Dussopt ensemble, Yann. Monsieur Tancret. Non, vous dire que concrètement, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Voilà, on parlait des panneaux d'affichage. Bah, ça se règle, voilà, un accord. Ou voilà, il y aura une mise à disposition particulière pour l'information qui sera dévolue et destinée aux salariés. Non, il y a pas de contraintes. Les contraintes, elles arrivent quand il y a des ennuis et croyez-moi, on fait en sorte on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'ennui et que, ça roule, pour tous et donc pour le coup et je vais me répéter, investir dans le dialogue social, c'est investir dans la vie de l'entreprise et ça, tous les élus le partagent. Alors, si vous me permettez, je vais terminer sur une note d'humour. Super. Merci. C'est risqué. Je compte sur vous pour rire, s'il vous plaît. Juste dire que mettez-vous à la place d'un collaborateur dont c'est pas le métier. Et c'est à l'image du français, c'est normal, hein, entre une loi, une ordonnance, un décret, un accord de branche, une convention. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, du coup, heureusement qu'il y a des accords. Et donc, j'ai terminé par la phrase favorite d'un de mes élus. Rien n'est impossible, tout est une question de volonté. Voilà, ce sera la phrase du soir. Et en tout cas, un grand merci à nos intervenants. J'ai trouvé que cet échange était très riche. Merci aussi à la salle, parce que vous avez vraiment contribué à nos échanges. Moi, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de la soirée. Chacun a défendu les choses avec ses convictions, son point de vue, etc. Et c'était effectivement particulièrement intéressant. Ça donne à réfléchir, même à des juristes, c'est pour dire. Hein, voilà, ça nous rend modestes. On se rend compte qu'il n'y a pas que le droit dans la vie. Voilà, mais il compte aussi, rassurons-nous. Voilà, donc grand merci à tous. Donc, réalité du dialogue social en Hauts-de-France, c'est démarré maintenant pour de vrai. J'avais préparé des slides avec toutes les nouveautés juridiques en matière d'élection, avec toutes les statistiques en matière d'accord d'entreprise. Mais figurez-vous que j'ai eu la bonne idée de ne pas vous les passer. Donc, ceux qui sont intéressés par mes slides sont priés de m'envoyer un petit mail. Je donne mes cartes de visite à qui voudra lire mes slides. Ça me consolera, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc, mais je vous rassure, il y a 2-3 informations intéressantes. Mais ce sont des slides d'avocats, donc c'est quand même pas très rigolo. Voilà. Merci à tous. On va se retrouver pour le pot de l'amitié dans le hall. C'est bien ça?
Et donc, je vous dis à tout de suite. Merci. Bonne soirée.